Bonjour à tous, bienvenue en salle Kili 12 pour la conférence sur mais c'est quoi ma place de PO dans ce framework agile, et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Maxime qui arrive de ce pas. Maxime Bonnet. Bonjour à tous. Voilà, et donc nous allons partir avec Maxime pour 45 minutes et je vais lui laisser la main. À tout à l'heure Maxime. Parfait, merci beaucoup Élise. Alors, mais c'est quoi ma place de PO? Et surtout, c'est quoi ma place de PO dans ce framework d'agilité à l'échelle? Dans cette conférence, j'ai commencé à l'écrire, enfin j'ai commencé à la proposer à partir du moment où je me suis rendu compte que certains des PO que j'accompagne se posaient de plus en plus de questions existentielles sur, dans ce gros machin qu'on est en train de mettre en œuvre, je fais quoi moi dans tout ça? Et donc, la genèse de cette présentation, c'est un peu issu de ces questionnements que j'ai pu recueillir à divers moments dans l'accompagnement que j'ai fait. Alors, avant tout, ce que je voudrais faire, c'est remercier vivement toutes les personnes à l'organisation d'Agile Grenoble qui nous permettent de participer à cet événement en remote. Je voudrais aussi remercier tous les sponsors sans qui cet événement ne serait pas possible. Pour continuer dans les présentations, je vais quand même me présenter un petit peu. Je m'appelle Maxime Bonnet, je suis coach agile pour la société CGI. Donc ça fait maintenant de nombreuses années que je suis coach agile et j'interviens plus spécifiquement chez un client, la SNCF pour ne pas la nommer, depuis plus de 4 ans et demi. Dans mes activités, facilitation bien sûr, j'aime beaucoup faciliter différents types d'ateliers, l'accompagnement à l'agilité à l'échelle, et j'ai l'impression de dire des trucs intelligents, un petit peu comme mon Shadok à côté. Le management 3.0, et ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement joueur, donc j'aime beaucoup les serious games. Dans ces temps de Covid, c'est un petit peu compliqué d'en faire, donc là, c'est plutôt un gros manque actuellement de serious games. Voilà. Donc, la question initiale, c'est moi, en tant que PO, dans ce framework d'agilité à l'échelle, c'est quoi ma place? Et quand on a dit ça, en fait, il y a déjà plusieurs questions à se poser. C'est quoi ma place de PO? Là, j'ai pas été très très loin. J'ai repris le Scrum Guide. Et pour ce Scrum Guide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir au chapitre, tout bêtement, le rôle du PO. C'est extrêmement bien documenté le rôle du PO. C'est l'un des rôles qui est le plus documenté. Il y a exactement toutes les activités que doit faire un PO. Et on retrouve pêle-mêle le fait que le PO, c'est celui qui a la charge du product backlog. Donc c'est lui doit remplir les exigences qu'on va mettre dans le product backlog. Alors sous une forme ou sous une autre, Scrum Guide par exemple ne donne pas la forme. On utilise souvent les user stories, mais pas que. Euh, il doit aussi être en capacité de prioriser, de donner de la valeur, de savoir ordonnancer, donc dire dans quel ordre je vais devoir faire les choses, et tout ça dans un seul but, maximiser la valeur business. Donc cette notion de valeur business, c'est quelque chose qui est à la charge du PO. Il doit être en capacité de pouvoir la nommer et de pouvoir, pour chacun des besoins qui sont émis, émettre une valeur business. Il a aussi dans sa charge de pouvoir présenter le contenu de ce backlog à une équipe de développement et être en capacité de discuter avec elle de manière à ce que les éléments du backlog soient réalisés dans des sprints, dans des flux, dans ce qu'on veut, mais en gros, c'est lui qui a la charge de les donner et de les prioriser. On pourrait rajouter à ce rôle la nécessité de valider ce qui a été fait, qui est l'une des responsabilités du PO. Donc on le voit, le PO, il a énormément de responsabilités dans la chaîne du besoin. C'est lui qui en est à la base, qui va la gérer au quotidien et qui va délivrer la valeur aux utilisateurs quand lui, il estime que cette valeur, elle a été produite. Alors, si on va un peu plus loin, dans le même paragraphe, on trouve une phrase qui est assez intéressante, qui est « Afin que le product owner réussisse dans sa démarche, tous les intervenants de l'entreprise doivent respecter ses décisions. » Et c'est là où on commence à voir le problème arriver. Cette phrase, elle est importante.
Elle dit qu'il n'y a pas d'autres personnes dans l'entreprise qui sont capables de passer outre les décisions du product owner et de changer, en gros, la manière dont le backlog va être géré. Normalement, le product owner, le produit lui appartient. Et donc, c'est lui qui va devoir le gérer. Donc déjà, quand on commence à mettre ça, si certains d'entre vous sont product owners, vous devez déjà commencer à vous poser la question, mais c'est pas ce qu'il arrive en fait dans la vraie vie. Moi, j'ai pas tout à fait la décision. Donc on commence déjà à voir des choses qui sont un petit peu particulières, même au sein d'une équipe. Alors la deuxième chose qu'on peut se poser, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'échelle? Puisque pourquoi, quelle est ma place de PO? Et il y a quelle est ma place de PO dans un framework d'agilité à l'échelle. Alors pourquoi est-ce qu'on veut passer à l'échelle? L'échelle, c'est un moyen pour faire travailler plusieurs équipes ensemble. Pourquoi on ferait travailler plusieurs équipes? Parce qu'on développe des logiciels qui sont des solutions informatiques. Des fois, c'est même pas de l'informatique. On peut même aller plus loin si on fait de l'agilité hors IT. Mais on développe quelque chose qui est beaucoup trop gros pour une équipe. Donc, on va devoir faire travailler plusieurs personnes en même temps. Et quand on fait travailler plusieurs personnes en même temps, commencent à arriver des problèmes de synchronisation. Donc, l'un des buts de tous ces frameworks d'agilité à l'échelle, c'est d'être en capacité de synchroniser les différents acteurs. Pourquoi on synchronise à nouveau? On veut synchroniser pour pouvoir réaliser la vision d'entreprise. Généralement, dans une entreprise, on réalise des projets qui sont en lien avec la vision d'entreprise. Si vous êtes une société qui fait des ERP, vous n'êtes pas une société qui va faire des sites de microblogging. Ce n'est pas votre but. S'il y a des projets qui sont en train de faire ça, il faut peut-être se poser des questions. Donc l'agilité à l'échelle, son but aussi, c'est d'aligner la vision d'entreprise, la vision des divisions et la vision des projets pour qu'elle délivre la valeur pour l'entreprise. Et de manière un petit peu plus humaniste, on peut se dire que les frameworks d'agilité à l'échelle, ça permet aussi de répandre l'agilité plus loin dans l'entreprise. Donc plus loin sur les projets qui sont autour, mais ça peut être aussi plus loin dans le métier, dans des équipes transverses, auprès des RH, auprès de tout acteur qui pourrait être intéressé de près ou de loin au projet. Donc c'est une manière aussi de projeter un certain nombre de bienfaits, de valeurs, de cultures agiles qui nous sont chères. Alors, quand on parle d'agilité à l'échelle, la première chose qui nous saute au visage, c'est SAFe. Quand vous allez voir des gens, des acteurs, des DSI, des décideurs, souvent, l'une des premières phrases qu'ils vous demandent, c'est est-ce que vous connaissez SAFe? Ou alors, c'est je veux faire du SAFe. Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes certifié SAFe? SAFe, c'est le framework qui vient tout de suite à la bouche à partir du moment où on parle d'agilité à l'échelle. SAFe, ça veut dire Scale Agile Framework. Scale Agile Framework. Donc, c'est un framework qui est issu d'un mix entre de l'agilité et du lean. C'est un modèle qui est extrêmement complet, on va le voir juste après, mais surtout, c'est un modèle anglo-saxon dans lequel il est préconisé de prendre tout SAFe ou de ne pas prendre SAFe. Donc, il y a un petit peu cette démarche tout ou rien avec différentes configurations qui sont possibles. Donc, il y a des configurations pour des petits projets, pour des plus gros projets, pour des divisions et voire même pour l'entreprise dans son intégralité. Mais généralement, quand vous passez à SAFe, les consultants qui viennent vous voir, ils vous disent tout de suite, vous devez certifier tout le monde à SAFe pour que ça puisse fonctionner. Donc déjà, il y a un coût d'entrée qui est non négligeable dans SAFe. Et puis, vous devez appliquer SAFe. Alors, SAFe, ça ressemble à quoi? Généralement, après les deux phrases, vous avez un joli diagramme qui apparaît et la plupart des gens, ils font oh. Parce que bon, ça en jette, hein, on va pas se leurrer, c'est joli, c'est bien fait, il y a des jolis dessins, ça fait extrêmement pro. Donc effectivement, ça plaît à l'œil, hein, ce truc-là. Donc on voit bien l'organisation en couches. Donc on a la couche supérieure avec l'entreprise, puis les différents niveaux d'entreprise qui sont déclinés avec les chaînes de services, les produits, les trains, et puis on arrive tout en bas aux équipes projets. Donc c'est extrêmement bien défini. On voit bien des nouveaux acteurs, il y a plein de nouveaux acteurs qui ont été créés pour gérer ces différents niveaux. On retrouve des epic owners, des business owners, des RTE, plein de nouveaux noms, de nouveaux fiches de poste. Alors c'est vachement sympa parce que quand on est coach agile, on a plein de nouvelles personnes à accompagner avec des nouveaux rôles, des nouvelles responsabilités.
Mais par contre, plus on ajoute d'acteurs, plus ça commence à devenir complexe à gérer tout ça. Safe, c'est aussi une gestion des besoins qui est normalement bidirectionnelle. Alors, je reviendrai sur le normalement, mais les besoins, ils partent du haut de l'entreprise et puis ils sont découpés petit à petit, donc Epic, feature, et puis ces features vont devenir des US, et tout ça, en fait, ça va être intégré dans les équipes projet. Et normalement, vous avez aussi une flèche dans l'autre sens, puisque les besoins ils sont censés remonter de la base pour pouvoir enrichir ce qui se passe au-dessus. Alors, quand on a dit tout ça, on s'est dit, OK, très bien. Mais moi, la première fois que j'ai vu ce diagramme, en fait, je me suis dit, mais il est où le PO? En fait, le PO, je vous ai mis une petite flèche pour que vous le retrouviez, il est là. Il est tout en bas. Il est tout en bas, donc on va retrouver son team backlog, son Kanban ou son Scrum, et puis sa petite équipe. Mais le product owner, il est tout en bas de la chaîne de décision, et cette chaîne de décision, elle a, on le voit, une dizaine de personnes au-dessus. Et là, c'est que des rôles, hein. C'est même pas des personnes. Dans certains endroits, quand vous donnez du safe, vous avez 8 business owners, vous avez 10 programme managers, vous avez des armées d'architectes, d'epic owners, et donc le product owner, lui, il doit faire la somme de tous ces machins qu'il a au-dessus de lui. Donc ça peut devenir assez compliqué hein, quand on met en place safe. Alors safe, si on se projette un petit peu plus loin, c'est une hiérarchie. Chacune des couches va gérer la granularité dont il a la responsabilité. Donc tout en haut, on va avoir des épiques, et puis tout en bas, on a des US. Donc le PO, ce n'est pas lui qui va gérer les épiques, lui, il va gérer les US. Et ces US qu'il va devoir gérer, qu'il va devoir créer, elles doivent s'intégrer dans les choses qui sont au-dessus, donc dans des features et dans des épiques. Alors pourquoi elles doivent s'intégrer? Tout simplement parce que si on regarde bien le diagramme, il y a des budgets qui sont associés en fait à ces épiques et au portfolio. Et globalement, je ne peux pas dépasser mon budget. Donc il va falloir, la notion de budget, elle va venir contraindre petit à petit les US à rentrer dans le framework. Alors j'ai marqué que normalement les feedbacks peuvent remonter. Personnellement, on remarque que c'est très compliqué. Sur certains projets, on arrive à avoir des discussions qui sont assez constructives entre, par exemple, les product owners et les product managers. Mais des fois, déjà, à ce niveau-là, ça ne remonte pas. C'est-à-dire qu'on a un product manager qui vient s'immiscer dans le rôle du product owner et on a un product owner qui, lui, n'a absolument pas voix au chapitre pour faire évoluer les features, voire même les épiques dans lesquelles il est censé évoluer. Donc déjà, à ce niveau-là, on a un problème. Et entre le product owner et le business owner, on a exactement le même problème qui arrive. Donc, normalement, j'en ai discuté, hein, hier je discutais avec plusieurs personnes, et le constat, il est toujours le même, c'est quand on implémente Safe, on l'implémente de manière assez hiérarchique, et le PO, il se retrouve aux ordres des couches supérieures. Donc, PO aux ordres, c'est déjà antinomique de ce qu'on essaie de chercher. Deuxième framework, LESS. Donc LESS, il est moins connu. Par contre, mine de rien, il y a pas mal de choses de LESS qui sont déjà utilisées et peut-être que vous utilisez sur vos projets. Si vous parlez par exemple de proxy de product owner, c'est quelque chose qui est apparu dans LESS au début. LESS, l'organisation, cette fois-ci, elle est parallélisée. Et on le voit sur le diagramme qui est proposé, les équipes sont mises en avant. Donc ce sont des équipes Scrum ou Kanban qui vont travailler en parallèle les unes des autres. On a des nouveaux acteurs qui arrivent. Ces nouveaux acteurs, donc ce sont ici des ARA Product Owners, ça peut être aussi des proxy de Product Owners. On va beaucoup travailler dans l'Est sur la délégation. Cette délégation, elle va permettre de couper le travail en aires fonctionnelles qui vont être manageables par une personne, entre guillemets. Donc on retrouve le fait qu'un PO peut gérer 3, 4 équipes en parallèle, par exemple. Avec bien sûr une notion d'intégration continue. Ici, dans l'Est, l'intégration a lieu tous les sprints. Les besoins, cette fois-ci, vont être directement injectés dans les équipes après avoir été découpés en amont par justement ces ARA Product Owners. Et le Product Owner, cette fois-ci, c'est plus le petit tout en bas, c'est lui qui est à la base de l'émission du besoin.
Donc, on en a fait l'acteur principal de ce framework. C'est lui qui va nourrir toutes les équipes et qui va s'appuyer sur les délégations auprès des ARA Product Owners pour pouvoir insérer le besoin. Le PO n'interagit pas directement avec les équipes. Alors, le less que je vous ai montré, c'est le less huge. Il y a des less un petit peu plus petits où le PO intervient directement auprès des équipes et nous permet d'avoir une interaction forte entre le PO et 3-4 équipes. Là, on est sur le less huge. On commence à avoir une décorrélation avec l'apparition de ces fameux ARA Product Owners qui récupèrent toutes les activités d'un Product Owner sur une aire fonctionnelle donnée. Et les US de l'ARA Product Backlog sont directement issus du Product Backlog. Donc là, on va devoir avoir des synchronisations fortes qui sont à tous les niveaux. Vous avez dû remarquer dans le diagramme, il y a certaines synchronisations qui ont lieu entre les scrums. Là, on a aussi des synchronisations fortes qui vont devoir avoir lieu entre les product owners délégués, donc les ARA et les proxy product owners, et le PO lui-même. Donc là, le problème qu'on va rencontrer, c'est surtout des problèmes de synchronisation. Donc LESS, personnellement, moi je le mets en œuvre sur des programmes qui contiennent 3-4 équipes, et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, et ça permet de mixer des équipes qui sont en Scrum et en Kanban, par exemple. Donc on obtient une bonne adéquation par rapport aux besoins propres de chacune des équipes. On a des ARA Product Owners qui sont assez indépendants, et on a peu de bureaucratie qui est rajoutée. Donc on en parlera un petit peu de la bureaucratie tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est important. Ça permet d'être souple et ça permet de livrer tous les sprints quelque chose. Ça, c'est une des différences par rapport à Safe. Safe, le PI, c'est tous les 3 mois. Donc la chose intégrée, normalement, c'est tous les 3 mois. Je vous ai mis Nexus. Alors, Nexus, je le connais peu. Je me suis documenté pour préparer cette présentation, mais personnellement, moi, je ne l'ai jamais vu mis en œuvre. Nexus, on va retrouver un diagramme qui ressemble beaucoup à Scrum. Les ajouts, en fait, sont plutôt des ajouts qui sont liés à cette équipe de Nexus Intégration Team, qui est une équipe qui va avoir la charge d'intégrer le produit, donc d'intégrer le résultat de toutes ces équipes. Et tous les sprints, cette équipe, elle va avoir un travail particulier d'intégration. Donc, on a une organisation qui est organisée autour des équipes existantes. On a cette nouvelle équipe qui est présente. Les besoins traversent le système de la même manière qu'en Scrum, sauf que cette fois-ci, ils vont être éclatés lors du Nexus Sprint Planning. Et une équipe va gérer l'intégration. Et cette fois-ci, on a 2 types de Product Owner. On a un Product Owner de chacune des équipes et on a un Product Owner de la Nexus Integration Team. Donc là, les problèmes vont être à nouveau des problèmes de synchronisation. Si mon Nexus Integration Team n'est pas en accord avec mes Product Owners, je vais avoir des problèmes. De la même manière, quand on recherche un petit peu sur l'agilité à l'échelle, il existe un framework par défaut qui est très peu utilisé, qui s'appelle Scrum at Scale. Alors, Scrum at Scale, on est dans une version fractale en fait, de l'agilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va arriver à 5 équipes, on va commencer à créer des équipes centrales qui vont gérer et le côté Scrum de Scrum et le côté Product Owner. Donc, l'organisation, elle est fractale. Les nouveaux groupes, c'est tous ces groupes jaunes. Donc, les groupes rouges, c'est les groupes de Scrum. Et les groupes jaunes, en fait, c'est des Chief Product Owners. Et vous avez des Chief Product Owners, etc. Et donc, à chaque fois que j'atteins 5, je vais nommer un représentant qui va aller dans la réunion du niveau du dessus pour représenter mon Chief Product Owner. Donc cette fois-ci, des Product Owners, j'en ai un petit peu partout, avec une équipe centrale qui va piloter la chose. Et là, effectivement, on va se retrouver, donc les besoins vont traverser tout le système, on va se retrouver avec des problématiques qui sont des problématiques à nouveau de synchronisation, parce que comment j'arrive à faire passer de l'information dans ce réseau fractal? C'est extrêmement compliqué à nouveau. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit qu'aucun des frameworks n'est parfait quant à la place du PO. On l'a vu, Safe le met tout en bas d'une chaîne. Less le met très en avant, mais potentiellement décorrélé des équipes avec des problèmes de synchronisation. Scrum of Scrum le met partout. Mais quand on est partout, on est nulle part. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun essaie de résoudre la problématique du PO à sa manière. Quand on a dit ça, on peut se poser la question, mais de quoi on a vraiment besoin pour un PO? La première chose, on a besoin que le PO il soit aligné.
aligné avec un certain nombre de paramètres qui sont importants pour la réalisation du projet. Donc déjà, le premier alignement, c'est sur la vision de l'entreprise. Je ne peux pas développer quelque chose qui est incohérent par rapport à ce qui est en train de porter mon entreprise. D'accord ? Par rapport aussi aux chaînes de valeur de l'entreprise. Si je suis en train de faire de l'information voyageur, je travaille beaucoup sur la SNCF, bah, si je commence à développer un logiciel dans mon coin qui est en train de faire autre chose que de l'information voyageur, j'ai un problème. Je ne suis pas en train de m'aligner avec la chaîne de valeur que je suis censé porter. Avec les retours utilisateurs, le PO, c'est l'interlocuteur principal des utilisateurs. Il doit aller au contact du terrain régulièrement, récupérer du feedback pour pouvoir nourrir sa réflexion et trouver de nouvelles US. Le PO, il n'est pas tout seul. Il a aussi des projets autour de lui qui vont avoir des impacts sur son projet. Et lui-même va avoir des impacts sur comment les autres projets vont réagir. Et ce n'est pas que des impacts logiciels. Ça peut être aussi des impacts métiers forts. À partir d'un certain moment, mon logiciel va générer des gestes métiers qui vont être cohérents ou incohérents avec les logiciels qui sont faits à côté. Et pour finir, si ce n'est pas assez compliqué, il y a aussi les impératifs de production. Les plateformes qui sont disponibles, les technologies qui peuvent être mises à l'œuvre, etc. Donc déjà, l'une des premières choses qu'on va lui demander, c'est d'arriver à s'aligner avec tous ces paramètres. Déjà, il y a du boulot. C'est compliqué. Ensuite, et là, je vais revenir un petit peu. Ce matin, Simon vous en a parlé dans sa keynote. Il vous a mis le livre Turn the Ship Around de David Marquet. Moi, c'est une vidéo que je montre très souvent aux gens. Donc, vous pouvez la trouver sur YouTube. J'ai mis le lien ici. Elle s'appelle Greatness. Cette vidéo, elle dure 10 minutes. David Marquet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un commandant de sous-marin nucléaire américain. Et c'est quelqu'un qui est arrivé dans son bâtiment, le Santa Fe, et qui s'est dit « je ne veux pas donner d'ordre ». Et là, quand on écoute ça, on se dit bah, « c'est pas possible. Un commandant de sous-marin qui ne donne pas d'ordre, c'est totalement impossible ». Et en 10 minutes, il arrive à vous faire comprendre comment il a réussi à faire ça. Et comment ça marche. Et en fait, il prend le paradigme de se dire « moi, si je dois prendre des décisions, ça va passer par plein de gens et ça va mettre beaucoup de temps. » Or, il y a des gens qui savent exactement ce qui se passe et qui sont en capacité de réagir très rapidement. Pourquoi ne pas leur donner la possibilité de réagir? Mais alors, qu'est-ce qui lui reste à lui? Ben, lui, il lui reste l'intention. Donc, lui, il ne donne plus d'ordre, il donne des intentions. Mon intention, c'est d'aller à 250 degrés bâbord, par exemple. Et après, toute l'équipe, toutes les personnes vont se mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cette chose avec les connaissances qu'ils ont, avec les compétences qu'ils ont. D'accord? Donc là, le but du jeu, c'est se dire, les meilleures décisions, ce sont les décisions qui sont prises au niveau des gens qui connaissent les choses. Et si je prends par exemple Safe, la personne qui connaît le mieux son logiciel et qui connaît mieux ses utilisateurs, assez souvent, c'est le PO. C'est pas le business owner. C'est pas le programme manager. D'accord? Donc les décisions, elles doivent être au niveau de ces gens-là. On a besoin de ça. On a besoin de décisions prises au niveau des connaisseurs. On a besoin de prendre des décisions rapides. On l'a vu, Safe, les décisions, les prises de décision, elles peuvent être assez longues. Si je prends un exemple que moi j'observe, le sprint planning, c'est 3 mois. Il faut à peu près 2 mois pour remplir un sprint planning. Et une fois qu'on a livré le sprint planning, le temps de l'intégrer, le recéter, trouver les moyens de le mettre en prod, il faut encore 1 à 2 mois. Donc on est à un time to market qui oscille entre 6 et 7 mois. Alors c'est mieux que 18 mois, vous allez me dire. Mais globalement, c'est énorme pour de l'agilité. C'est pas normal. Donc, on a des frameworks. LESS, par exemple, permet de diminuer fortement ce time to market. On a des décisions qui sont beaucoup plus rapides. Pour moi, LESS, justement, est un framework qui est beaucoup plus réactif par rapport au time to market. Donc, plus je vais avoir des décisions qui vont être longues, bah, plus ça va être un problème pour moi. Donc, la personne qui est la plus à même de prendre des décisions courtes, c'est le PO. Utiliser la boucle de feedback la plus petite possible aussi. Une des forces de l'agilité, c'est de remettre en cause régulièrement ce que je sais sur mon produit pour pouvoir l'adapter. Donc cette boucle de feedback, c'est mon meilleur moyen de faire le bon produit. Si ma boucle de feedback elle est de 3 ou 6 mois,
Ben, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ça nécessite aussi que je me pose la question de toutes ces réunions. On l'a vu, par exemple, dans Scrum at Scale, à chaque fois que vous avez un niveau, vous avez une réunion qui est créée pour justement fédérer ce qui s'est dit. Donc, vous commencez à entasser les réunions. Alors, imaginez-vous, si vous êtes dans un Scrum at Scale de plusieurs niveaux, vous commencez à avoir beaucoup de réunions les unes après les autres qui doivent être synchronisées pour arriver à synchroniser tout le monde. Donc, tout ça, c'est de la bureaucratie qu'on ajoute. Alors, Scrum at Scale, il y a une chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le minimum viable des bureaucraties. Moi, ça me parle beaucoup, c'est-à-dire on va essayer d'éliminer le plus possible ces réunions qui ne servent à rien. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir faire en sorte que les gens ils prennent des décisions sans qu'il y ait ces réunions. J'étais un jour dans une mission, il y a longtemps de ça, et la première chose qu'on m'a dit, quand j'ai voulu commencer à réfléchir un petit peu sur certains problèmes, on m'a dit, la première chose que tu dois faire, Maxime, c'est comprendre la comitologie d'un projet. Et je me suis rendu compte que pour faire adopter une idée, il fallait passer par un nombre de personnes, de gens, de comités théodules, qui étaient obligatoires ou pas, dont la décision était souveraine ou pas. Et c'était extrêmement compliqué. Et donc, en gros, on prenait énormément de temps pour prendre des décisions. Donc, ce terme de comitologie, il est tout à fait affreux, hein, en soi. Et à partir du moment où on est là-dedans, on n'est plus du tout dans une minimum viable des bureaucraties. À la fin, tout ça, il faut se dire qu'il faut faire confiance au collectif pour faire les bons choix. La confiance, c'est un élément qui est important pour prendre des décisions rapides. Je ne peux pas avoir des décisions rapides si je ne fais pas confiance. Parce que je vais mettre en place toute cette bureaucratie pour m'assurer que les décisions sont les bonnes, pour les mesurer, pour voir leur impact en permanence à tous les niveaux, faire des KPI, etc., etc. Et ça devient vite une usine à gaz. De quoi j'ai besoin encore ? J'ai besoin d'un réseau adaptatif. L'agilité, c'est pas quelque chose de figé. Et si je me mets à figer les chemins du besoin, bah, tout à coup, je rends mon système non adaptatif à ce qui va arriver. Vous avez décidé que vous avez un BO et que ce BO, il parlera toujours avec 2 PM qui, eux, parleront toujours avec 4 product owners. Et puis, vous arrive un besoin et vous n'avez pas besoin de ce PM-là, vous avez besoin du PM d'à côté ou du product owner qui se trouve dans une autre équipe ou à un autre endroit. Ben, comment vous allez faire ? Vous allez disrupter le système et ça va commencer à devenir compliqué. Donc, globalement, si je commence à figer le chemin du besoin, ben, je ne vais pas y arriver. Donc, j'ai plutôt intérêt à produire des communautés de pratiques et de connaissances qui vont pouvoir s'entraider les unes les autres en fonction des besoins qui arrivent. On retrouve un peu ça dans les réseaux adaptatifs de style Spotify, par exemple, ou Amazon, avec des petites équipes très centrées sur leurs besoins, mais qui sont capables de collaborer avec les unes avec les autres. Et surtout, ne pas hésiter à se mettre au service des autres, même si ce n'est pas mon métier, mon besoin. Donc, en tant que PO, je dois remettre en cause, on va dire, ma connaissance et le fait que je suis focalisé sur un besoin pour pouvoir m'ouvrir aux autres et participer à d'autres besoins. Et pour finir, de quoi on a besoin ? On a besoin d'arrêter de se dire que toute chose peut être découpée en choses plus petites. La notion d'atomisme, c'est se dire que de toute manière, quand j'ai un gros problème, je vais le découper en plus petits, et puis je vais faire tous les petits, et puis j'aurai fait mon gros. Si on lit très rapidement Safe, c'est un petit peu ça qu'on remarque. C'est-à-dire, je vais prendre une épique, et puis je vais la découper en plein de features, et puis ces features, je vais les découper en plein d'US, et puis à la fin, quand j'aurai fait tout ça, j'aurai fait mon épique. Et ça sera bien, bravo. Sauf que l'agilité, c'est pas une démarche atomiste. C'est une démarche qui est holistique. Et l'holisme, c'est se dire que chacune des parties, le tout, c'est plus que chacune des parties. Il y a un enrichissement et que chaque partie, elle apporte sa pierre et elle peut enrichir les choses, elle peut enrichir le tout. Donc, le découpage, il a lieu dans les deux sens. Et moi, j'ai tendance à voir la chose même dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces tout petits bouts qui va créer la richesse. Donc, pour moi, c'est aussi important de se dire que ça part du bas et que ça remonte. Cette notion me parle énormément. Et je me dis, le PO, c'est lui qui doit faire des retours et qui doit intégrer les choses pour que justement, il puisse faire remonter dans le système les besoins et qu'on ait la meilleure adaptation possible. Alors, quand on s'est dit tout ça, donc on a vu qu'est-ce que c'était qu'un PO. On a vu quelles étaient les différentes solutions qu'apportaient les frameworks d'agilité à l'échelle et en quoi elles étaient problématiques.
On s'est posé la question de savoir de quoi on avait besoin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ben, le but du jeu, pour moi, à mon avis, c'est d'essayer de trouver comment faire pour que le PO soit quelqu'un qui soit décideur, mais un vrai décideur, pas un exécutant, qui puisse être le plus indépendant possible et qui puisse être éclairé par la vision de l'entreprise, de la division, du programme dans lequel il se situe. Alors, c'est un beau programme, hein. C'est un beau programme, c'est très compliqué. Dans les faits, à mon avis, la première chose à faire, c'est se dire que le PO, c'est pas un manager. Assez souvent, quand on a fait des transformations agiles, on a pris les managers qui étaient posés à droite à gauche, et puis on s'est dit, tiens, toi, c'est toi qui décidais ce qu'il y avait dans le logiciel. En plus, tu vas devenir PO. Et on a des PO qui sont à moitié PO, à moitié manager. Donc ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire qu'on va devoir gérer et le cadre dans lequel on se situe et les besoins du projet. Donc pour moi, c'est la première chose, c'est que le PO, ce n'est pas le manager de l'équipe. Ce n'est pas un manager du tout. D'accord? Il a un métier à part entière, c'est connaître le besoin et être en capacité de le décrire correctement. Deuxième chose, à mon avis, qui est importante, c'est donner de la liberté au PO. Alors, donner de la liberté, c'est compliqué. Dans l'un des programmes qu'on accompagne, une des premières choses qui était arrivée, c'est que les gens qui étaient PO, ils ont dit moi, je ne veux pas que tous les besoins m'arrivent par les PM. Donc, on appelait ça des features managériales dans notre jargon. Et ils avaient inventé des features projets. Les features projets, c'était des features projets qui étaient que le PO était en capacité de créer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les PM qui pouvaient créer des features, les PO pouvaient aussi créer des features. Et ces features, ils étaient à la main du PO, ils étaient vus au même niveau que les features managériales, et il y avait un temps qui était dédié, 20% du temps était dédié à faire ça. Alors, ça donnait énormément de liberté, c'était intéressant. Le problème, c'est que quand les features managériales et les features projets se collisionnaient, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est là où le management rentre en jeu et on commence à avoir des jeux de pouvoir qui sont un petit peu compliqués. Ce fonctionnement, il a été remis en cause aussi parce que quand j'ai un budget à piloter tout en haut de mon entreprise, si j'ai des features qui apparaissent comme ça, comme par magie, et que je ne peux pas les rattacher à des épiques, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas de budget en fait pour les faire. Donc ça devient compliqué à piloter. Donc on le voit que quand on fait du safe ou du pseudo-safe, dans notre cas, on fait pas du safe from the book, on fait du pseudo-safe, ça s'adapte mal. Néanmoins, je crois sérieusement que pour que le PO il puisse bien faire son métier, il faut qu'il soit en mesure de résoudre les injonctions contradictoires des alignements. On l'a vu, il y a plein d'injonctions contradictoires. Et à partir du moment où il y en a une qui est plus forte que les autres, celle qui arrive du haut, ça veut dire que toutes les autres, elles vont être mises de côté. Moi, je pense sincèrement qu'il faut redonner la possibilité au PO de dire non à l'une de ces injonctions, quelle qu'elle soit. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, il va falloir accepter que des choses ne soient pas prises en compte. Il faut permettre une plus grande réactivité vis-à-vis du besoin. Parce que si je dois faire tout mon système, c'est-à-dire monter sur les différents éléments, donc les Chief of PO par exemple dans un cas, ou les BO PM dans un autre, ou remonter des APO au PO pour prendre une décision sur mon projet, je suis en train de perdre du temps. Et potentiellement, dans mon environnement professionnel, ce temps-là, c'est du temps que je n'aurai pas pour faire autre chose ou pour être différenciant par rapport à mes concurrents. Donc, j'ai besoin d'avoir de la réactivité. Il faut en faire un décideur éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'il comprend la vision dans laquelle il se situe. Et là, on rejoint la notion d'engagement et du fait qu'en tant que chef, je ne te donne pas un ordre, je te montre la voie. D'accord? Donc moi, en tant que BO, je ne te dis pas de faire ça, je te dis, ça, c'est la voie dans laquelle on doit aller. Et j'arrive à t'engager. Donc un décideur éclairé, c'est un décideur qui décide avec tous les éléments en tête et sa décision, elle est cohérente avec la décision de l'ensemble, pour moi. Pourquoi est-ce qu'on donnerait de la liberté au PO aussi? Pour améliorer sa motivation et son engagement. Effectivement, un PO qui n'a plus aucune liberté, quel est l'intérêt? Je rédige des US, mais de toute manière, lors de mes démos, quand j'invente des nouvelles US,
bah, j'ai pas le droit de les mettre parce qu'elles elles ressemblent à rien. J'ai mes utilisateurs qui sont pas contents, mais je peux pas en faire grand-chose parce que toutes les remontées qu'ils font ne rentrent pas dans les features. Ça devient extrêmement compliqué. Si je redonne de la liberté au PO, je vais pouvoir le remotiver, son engagement va être beaucoup plus fort et il prendra des meilleures décisions. Ça, c'est sûr. Si on prend Safe et qu'on l'applique tel quel, on a vu, on va se retrouver avec des chaînes hiérarchiques qui sont exactement les chaînes du besoin. Donc, dans les BO, vous allez avoir dans les business owners, vous allez avoir les managers de haut niveau. Dans les PM, vous allez avoir le middle management. Dans les PO, ça va être les chefs de projet, les anciens chefs de projet métier, par exemple, etc. Et donc, toute cette liberté de chacun des niveaux qui est exprimée dans Safe. Safe vous dit que chacun des acteurs, normalement, interagit les uns avec les autres pour créer le meilleur produit et remonter au niveau supérieur quand il y a des besoins, etc. Dans des environnements extrêmement hiérarchiques, c'est extrêmement compliqué de faire ça. Il faut changer la culture très fortement pour y arriver. Donc, je pense que l'une des erreurs, c'est de prendre un framework et de se dire ma chaîne hiérarchique égale la chaîne des besoins dans le framework. Je pense que ça, il faut le casser. Il faut se dire non, c'est pas le but et c'est pas comme ça qu'on doit gérer les besoins. Les besoins ne sont pas, les décisions au niveau des besoins ne sont pas obligatoirement. Ne pas rendre trop compliqué. Le PO, il a besoin de prendre des décisions rapides et des décisions simples. À partir du moment où la chose qui lui arrive pour qu'il prenne ses décisions, elle a été, c'est le bout d'une chaîne avec 20 intervenants et que chacun l'a transformé à son image, il va avoir du mal à prendre de bonnes décisions. Je reprends par exemple l'exemple de Safe, qui est assez caractéristique, mais entre le portfolio tout en haut et l'US tout en bas sur lequel travaille le PO, il y a une transformation qui a été énorme avec plein d'acteurs. Donc on se retrouve dans un cas où potentiellement l'US et la compréhension qu'en ont eu tous les acteurs avant lui, avant qu'il l'écrive, elle est complètement décorrélée de ce qu'on a voulu faire, de ce qu'on a voulu dire en haut. Et donc ça devient extrêmement compliqué de pouvoir réagir correctement dans ces cas-là. Donc je pense qu'il faut aussi se poser la question, dans ces frameworks d'agilité à l'échelle, de la longueur de la chaîne d'expression. Et de se dire, à partir du moment où elle est trop longue, il y a trop d'acteurs, ou elle est trop transformée, le taux de transformation est un bon exemple. Il faut arrêter. Il faut essayer de la réduire, de la raccourcir le plus possible. Dans l'S, par exemple, si vous regardez bien l'S, c'est pas un découpage du S qui a lieu pour être mis dans les différents backlogs des ARA Product Backlog. Ce sont les mêmes US qui sont dans le backlog du Product Owner et dans les backlogs des ARA Product Owner. Il distribue les US, il les scinde pas. Pour finir, tout ça, c'est systémique. Ça va bien sûr être lié à votre contexte, ça va être lié à votre entreprise, à votre business, aux gens que vous avez dans l'entreprise, à leur maturité, etc. Il faut néanmoins se dire qu'il faut créer un environnement qui va être propice à la prise d'initiative. Beaucoup trop de PO sont dans des attitudes extrêmement basses, ils ont été habitués à répondre à des ordres et ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas prendre cette initiative. Donc déjà, le premier, c'est de se dire que quand je choisis un framework, je prends celui qui est le plus adapté à ma demande. Beaucoup trop de personnes se jettent sur Safe parce que c'est le framework à la mode et que tout le monde veut le faire. C'est pas obligatoirement la bonne chose. Voilà. Il y a plein d'autres frameworks qui existent, je vous en ai montré 4, il y en a encore d'autres. Et globalement, chacun a des bonnes choses qui sont à prendre dedans. Il ne faut pas se laisser enfermer dans son rôle de simple exécutant. À partir du moment où les PO sont désengagés, effectivement, ils ont tendance à devenir beaucoup moins créatifs. En tant que PO, il faut aussi se rebeller contre ça et pouvoir aller contre le système et faire en sorte de comprendre que c'est un système de coopération, pas de simple exécution. Ça veut dire aussi que le PO, il doit être en capacité lui-même de pouvoir montrer ses décisions en toute transparence. Vous avez des PO dans les systèmes d'agilité à l'échelle qui, pour ne pas se faire prendre, en fait, font les choses derrière le dos. En se disant, ouais, mais mes utilisateurs en ont besoin, mais je vais le cacher, et puis globalement, ça se verra pas trop, je serai tranquille comme ça. Non, c'est pas le but. L'une des valeurs de l'agilité, c'est la transparence.
Donc, si on n'est pas dans la transparence, on commence déjà à plus être très agile, mais surtout, on va arriver dans un tas de problèmes de non-dits et les rétrospectives commencent à devenir extrêmement fatigantes et galères à ce niveau-là. Éliminer la bureaucratie, je l'ai dit, la bureaucratie, c'est quand même le truc qui va vous bouffer. Quand vous passez la plupart de votre temps en réunion, ça commence à devenir extrêmement compliqué de gérer le reste, quoi. Donc, vous êtes là pour produire un logiciel, vous êtes là pour faire en sorte que ce logiciel fonctionne et apporter de la valeur. Vous n'êtes pas là pour passer votre... diminuer la bureaucratie le plus possible pour que les gens ils puissent être le plus possible dans leur métier. Donner le droit à l'erreur. Si dans Safe, vous dites aux gens, t'as pas le choix, il faut que tu fasses toutes les US de la feature, sinon on est mort, on ne fera pas, y a de fortes chances pour que, un, vous n'ayez pas les US, donc vous n'ayez pas la feature, et que deux, la fois d'après, ça ne se produise pas mieux. Donc globalement, le droit à l'erreur, c'est aussi un droit qui est super important pour qu'il y ait une prise d'initiative. Et ça, il faut que le PO, déjà, il l'accepte, il se dise, oui, je peux faire des erreurs. Et pour finir, il faut créer des coopérations à tous les niveaux. Quand vous voyez des systèmes en couche comme Safe ou des systèmes très distribués comme Less, il faut vous poser la question à chaque fois, comment je peux faire pour que les liens qui existent entre tous ces acteurs ne soient pas des liens de subordination ou d'ordre, mais soient des vrais liens de coopération, où les gens vont interagir les uns avec les autres. Et je pense que c'est l'une des choses les plus dures, c'est se dire, on a tous raison autour de la table et on est tous en train de coopérer à notre niveau pour faire le meilleur logiciel qui soit. Si je devais aller sur une conclusion, moi je crois sincèrement, je vous ai posé la question au début, c'était mais quelle est ma place de PO dans un framework d'agilité à l'échelle? Je pense que le PO doit rester l'acteur principal de la gestion du besoin. C'est pas une option en fait. C'est le seul moyen qu'on aura de réaliser de bons logiciels pour nos utilisateurs qui soient cohérents avec la vision de l'entreprise. Et tout framework qui tend à diminuer la propension du PO à prendre des décisions est pour moi un PO, un framework qui ne fait pas son boulot. Donc voilà, c'était ma conclusion. Merci à tous pour votre attention. J'ai mis le lien vers le Rôti Express. Et puis, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Alors, merci beaucoup, Maxime. Effectivement, il y a eu plein de questions. Beaucoup. Oh là, mon Dieu. Ça a suscité plein de questions. Donc, écoute, je te propose de prendre la première qui a reçu le plus de votes, qui est si le PO n'est pas manager, le SM n'est pas manager, faut-il un manager qui manage? Excellente question. En fait, tout va dépendre du cadre. Le manager, c'est quelqu'un qui va s'assurer que le cadre dans lequel évolue l'équipe est un cadre qui est bon pour l'équipe et qui lui permet de remplir ses objectifs. Que l'équipe soit bien installée, qu'elle ait les moyens de produire, donc les environnements par exemple, qu'elle ait les formations nécessaires, qu'elle ait les rémunérations en conséquence de ses efforts par exemple. Mais ça, c'est pas du tout un boulot du Scrum Master ou du PO. Le Scrum Master et le PO, leur objectif à eux, c'est de maximiser la valeur produite pour que le logiciel soit le bon. Donc oui, il y a besoin de managers, et d'ailleurs, on voit de plus en plus apparaître des gens qui sont des managers agiles, mais il faut faire en sorte que ces managers agiles soient non décisionnaires. Et d'ailleurs, dans Scrum, ils font partie des parties prenantes et ce n'est pas eux qui prennent les décisions normalement. Alors, la question qui vient tout de suite après, c'est quelles sont les tâches d'un PM et celles du PO? C'est la grosse question qu'on a actuellement. Le PO, ses tâches sont assez claires. Son but, c'est réaliser les user stories pour qu'il puisse nourrir son backlog et donc nourrir son équipe. Le PM, lui, il va avoir une vocation à intégrer plusieurs produits, donc plusieurs équipes, donc plusieurs PO. Il va voir un petit peu plus loin, généralement. Il va gérer quelque chose qu'on appelle des features, qu'on va aussi mettre dans un backlog. Et ces features, elles vont avoir un horizon de 2-3 mois, par exemple. C'est une vision plus bout en bout de l'entreprise et du système dans lequel vous vous trouvez.
Donc, ça ressemble beaucoup hein, à ce que va faire un PO. C'est juste que c'est le niveau du dessus. Et c'est surtout il y a un niveau d'abstraction supplémentaire. On se pose vraiment des questions de c'est quoi un produit dans l'entreprise et en quoi ce produit il apporte de la valeur. Alors, Maxime, dans Safe, est-ce que tu recommandes qu'un PO soit lié à une Scrum Team ou à un ensemble? Alors, vous l'avez peut-être compris, je ne suis pas un très grand pro Safe. Néanmoins, dans les ABAC, normalement, un PO, il est censé pouvoir nourrir 2 à 3 équipes Scrum. D'ailleurs, dans l'ES, vous l'avez vu sur le diagramme, c'est ce qui se passe. Dans les faits, on se rend compte que assez souvent, les PO sont spécialisés par équipe. Par contre, il est très important de se dire que le PO et la Dev Team ne forment en fait qu'une équipe. Et d'ailleurs, le dernier Scrum Guide, il intronise en fait cette notion d'équipe qui inclut le PO. Avant, il y avait ces deux personnes, enfin ces deux rôles qui étaient un petit peu séparés. Maintenant, c'en est plus qu'un. Donc pour moi, le PO, il est dans l'équipe et il apporte son expertise métier à cette équipe. Et du coup, pour revenir sur l'ES, est-ce que l'ES peut s'intégrer dans une organisation PO-PM? Potentiellement, oui. Alors après, toutes les typologies sont possibles. Pour vous donner un exemple, actuellement sur SNCF, donc moi je travaille à SNCF Transilien Production Ferroviaire, on a des PI, donc des PI planning qui organisent des PI de 3 mois, donc on s'inspire de CEF là-dedans. Mais par contre, au sein de ça, on a quelques équipes qui sont dans des démarches less qui elles-mêmes en fait vont gérer leur itération de 1 mois en laisse avec 4 équipes en dessous, dont 2 en Kanban et 2 en Scrum par exemple. Donc on peut très bien en fait avoir des architectures mixtes dans lesquelles on va pouvoir mixer les différents frameworks. Je trouve que less se prête très bien à la gestion d'un programme. Un programme, entendons-nous, qui réunit par exemple 3-4 équipes. Ça marche très bien. Alors là, j'ai une question un peu différente. Partie alignement, si c'est le PO qui va chercher les retours utilisateurs, quid du coup du boulot des UX researchers? Pour moi, les UX researchers, ce sont des gens qui vont venir, ce sont des experts qui vont venir aider le PO dans sa recherche du besoin utilisateur. Donc typiquement, c'est eux qui vont venir faire des ateliers de UX design avec les utilisateurs, mais le PO est dans la salle et c'est le PO qui va récupérer les besoins et pouvoir les mettre dans le backlog. Donc pour moi, tous ces gens-là, on parle aussi par exemple de design thinking, ce sont des gens qui sont au service du product owner pour pouvoir élargir sa relation avec ses utilisateurs et être en capacité de générer le meilleur produit. Mais le PO reste la base. Ok, alors gros succès sur les questions. Maxime, tu es prêt à continuer? Oui, bah, on peut. Du coup, qu'en est-il dans les modes Spotify? Le rôle du PO, y a-t-il un PM? Alors, je vais avoir plus de mal à vous en parler. Je ne connais pas bien les modèles, le modèle Amazon ou Spotify. De ce que j'ai lu et de ce que je comprends, les équipes sont extrêmement autonomes dans ces modèles. Et par contre, ce qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle c'est des communautés de pratique. Vous allez avoir des communautés de PO, des communautés d'intégrateurs, voire même des communautés de gens qui travaillent sur des besoins fonctionnels qui sont transverses. Donc, le rôle du PO va être et un rôle pour son équipe et un rôle d'animation dans cette communauté et de partage dans la communauté. Je veux partager mon savoir avec les autres de manière à ce que tout le système puisse s'adapter. On est vraiment dans une notion un petit peu cellulaire du système dans ces frameworks-là. Par contre, faites attention, ces frameworks, Spotify, Amazon ne s'appliquent pas obligatoirement à votre entreprise. Et on entend des choses du style Spotify actuellement qui sont pour moi des abominations. Alors là, on a une question sur une autre problématique. On décide de faire passer un manager type CP en product owner, car il faut bien parfois les recycler, sinon ils deviennent quoi? Le recyclage de chefs de projet ou de manager. Ils deviennent des vrais managers au sens noble du terme. On parle beaucoup en ce moment de servant leadership ou d'host leadership. Il y a un vrai métier du manageriat
et du fait de s'assurer que les gens ont le bon espace pour pouvoir travailler correctement. On confond assez souvent manager et décideur. Un manager, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un qui crée les bonnes conditions pour que le système y fonctionne. Et je pense qu'une partie de ces gens, ils peuvent aussi se recycler vers ces postes-là. Moi, j'en suis convaincu. Du coup, la même personne avait une autre question te demandant: connais-tu Discipline Agile, DA, qui a cette étape de prise en compte du contexte de la culture et des produits pour choisir des outils? Alors, je vais avoir une réponse très simple. Non. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, donc je ne peux pas en parler. Il faudra que tu te rapproches de Jean-Yves Klein qui a fait une conf là-dessus hier. J'ai pas été la voir, je suis désolé. Ah oui, tout à fait faire. Ok, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je pourrais pas, à moins que tu te sentes encore 2 minutes, mais. Bon, s'il y a encore des gens qui regardent, alors, je veux bien encore répondre à quelques questions. Quelle est la place du PO dans les choix stratégiques majeurs sur son produit? Arrêt, grandes orientations stratégiques, ajout d'une macro-fonctionnalité. Pour moi, si c'est son produit, c'est lui qui doit être le décideur final. Donc, même si ça peut aller contre des décisions qui sont des décisions d'entreprise importantes, s'il prend cette décision-là à ce moment-là et qu'elle est contre la décision d'entreprise, c'est que en tant que manager ou en tant que business owner, je ne lui ai pas assez montré les intérêts d'aller dans les axes que j'ai, moi, dans mon portefeuille. Donc, globalement, c'est plutôt un problème d'alignement entre lui et moi. Donc, pour moi, il doit pouvoir avoir la main dessus. Là, j'ai une question de Maria-Elisa qui effectivement revient souvent aussi dans le contexte. Si le PO n'est pas manager, le PM est-il le manager? Quels sont les pièges à éviter dans ce contexte-là? Non, en fait. Pour moi, si le PO n'est pas le manager, le PM n'est pas le manager non plus. En fait, tous ces gens-là ne devraient pas être managers. Ces gens-là devraient gérer le besoin à leur niveau, leur granularité, leurs besoins, leur chaîne de valeur. Après, que des gens les aident à gérer ça dans un contexte managérial, ça paraît normal dans la plupart des entreprises. Mais pour moi, aucun de ces acteurs-là ne devrait être le manager d'autres personnes du système. Ok, Maxime, et une dernière question pour finir en beauté. Est-ce que tu pratiques, est-ce que tu fais de l'agilité à l'échelle actuellement? Merci, Mickaël. Oui, j'en fais. Et effectivement, je déploie des choses de safe, mais je déploie aussi du less et je m'inspire à droite à gauche de tout ce que je peux trouver pour essayer de proposer les meilleurs systèmes aux gens que j'accompagne. Donc oui, je travaille dans un contexte d'agilité à l'échelle et de grande échelle puisqu'on est sur une dizaine d'équipes en parallèle et beaucoup de business owners. Ok. Maxime, merci énormément pour cette présentation, d'avoir pris le temps Merci beaucoup. à toutes ces questions. On a pris un petit peu plus de temps, mais on a une grande pause avant la prochaine conférence qui est à 15h55 dans la même salle. Je vais maintenant couper la conférence et je vais vous proposer de vous retrouver tous dans l'atrium pour échanger entre vous. Maxime reste là un petit peu, je pense, si vous voulez lui poser d'autres questions à des tables. Et vous pouvez également aller voir les stands ou rencontrer d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi pour ceux qui ne continuent pas en Killing 12. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.